Bonjour à tous, alors avant de commencer la vidéo, je vais d'abord faire un petit point sur ce qui se passe en coulisses pour l'instant, parce que comme vous avez pu le remarquer, il n'y a pas beaucoup de vidéos sur la chaîne, tout simplement parce que la première nouvelle, c'est que je suis en train de déménager, donc ça me permet pas de dégager beaucoup de temps pour la chaîne YouTube pour l'instant. Par contre, le point positif, c'est qu'une fois que je serai dans ma nouvelle maison, il y a une cave que je vais pouvoir aménager, ce qui fait que je vais pouvoir peut-être installer un petit studio et avoir un décor fixe, et donc pouvoir tourner des vidéos plus facilement et donc plus régulièrement. Deuxièmement, il faut savoir que le Rona est actuellement en train d'être produit en résine. Je pense que j'ai fait 130 ou 140 exemplaires. La production a débuté au début de ce mois, le 1er juillet pour être précis. Généralement, ça prend 2 à 4 semaines pour arriver entre mes mains. Avec le Covid, ça peut sans doute prendre un petit peu plus longtemps, donc je suis pas certain que le Rona sera ici dans 2 semaines ou dans 4-5. J'espère que ce sera fait au plus vite, et voilà, j'ai bon espoir, parce qu'avec le COP, ça avait été bien plus vite que je ne m'y attendais. Ce qui m'amène au troisième point de cette petite introduction, c'est que tout simplement, je vais attendre que le Rona soit entre mes mains pour lancer la boutique de vente en ligne, tout simplement pour vous permettre d'acheter peut-être les 2 figurines d'un coup et éviter des frais de transport inutiles. Donc la boutique est prête, j'attends vraiment plus que ça pour la lancer, encore quelques semaines de patience, dès que le Rona est là, vous pourrez enfin mettre les mains sur les premières figurines de Warband. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais faire un rapide tour d'horizon des 8 factions de Warband. C'est un sujet que j'avais envie de traiter plus tôt, mais j'attendais d'avoir les symboles des factions réalisés pour pouvoir présenter ça avec les images des factions. Ça donne un petit peu plus de corps à la chose. C'est maintenant chose faite grâce à l'intervention de Renaud, un artiste qui est venu donner un coup de main à Warband en réalisant en quelques jours les symboles de factions. Je n'ai pas préparé de texte, l'important c'est vraiment de donner les points clés de chaque faction, histoire que vous ayez une vision globale. Et en fait, en voyant chacune de ces factions les unes après les autres, ça va nous donner un bon aperçu de l'histoire globale du background de Warband. Ces factions, je vais les présenter les unes après les autres et par groupe de 2 tout simplement parce que à chaque fois dans ces 8 factions, il y a 2 ennemis naturels, c'est-à-dire 2 factions qui sont en conflit. Mais avant de débuter avec les factions actuelles, il y a une faction qu'on doit voir qui est une faction qui n'est pas jouable tout simplement parce qu'elle n'est plus sur la planète. Il s'agit du Consortium. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'est pas sur la planète Terre, on est sur la planète Home. Sur Home, l'humain a déjà franchi de nombreuses barrières éthiques, la technologie est omniprésente, et les ressources naturelles, forcément, diminuent à vue d'œil. Le Consortium, c'était l'ancienne classe dirigeante. Il faut savoir qu'il n'y a pas vraiment de classe politique sur Home, celles qui dirigent le monde, ce sont les classes scientifiques, mais on va très vite s'apercevoir que quand il s'agit de pouvoir, peu importe la classe qui le prend, ça finit souvent par leur monter à la tête. Les humains de Home étaient forcément inquiets de l'appauvrissement de la planète au niveau énergie et au niveau ressources, mais le Consortium les rassurait tout simplement parce qu'ils avaient un plan, ils avaient une planète B sur laquelle ils allaient migrer une partie de la population. Ils ont donc commencé à construire un énorme portail en orbite autour de Home, et ils ont ensuite quitté la planète pour construire le deuxième portail près de la planète B, la planète Hope. Le voyage de Home à Hope devait durer des centaines d'années. La population de la planète A donc pris son mal en patience pendant plusieurs centaines d'années, et puis ça a commencé à devenir fort long, un peu trop long, et ils ont décidé d'aller vérifier si tout se passait bien au niveau de la porte orbitale. Lorsqu'ils y sont arrivés pour faire leur inspection, celle-ci était complètement vide. Le Consortium avait construit un gigantesque leurre, et ils se sont barrés avec le plus grand vaisseau jamais construit en exode, et avec un nombre incalculable de ressources, alors que la planète en avait définitivement besoin. Après ça, il y a eu une vague de panique, tout le monde a essayé de se battre pour obtenir des ressources, il y a eu de vrais massacres dans tous les sens, et ça nous amène à la première faction, la Caravane. La Caravane, elle se compose des 8 plus grandes cités planétaires et elle est dirigée par le Conseil des IA. En fait, lorsque la situation a vraiment tourné au vinaigre, les humains en dernier recours ont libéré les intelligences artificielles de certains verrous et leur ont permis une indépendance. Le Conseil des IA a donc pris plus de pouvoir tandis que les humains leur demandaient en gros de leur sauver les miches. La réponse des intelligences artificielles à cette demande, ça a été de faire décoller les 8 grandes cités, littéralement, c'est-à-dire que les 8 villes ont vraiment décollé du sol et elles ont commencé à tourner autour de la planète comme des énormes vaisseaux. Les humains ne savent pas vraiment pourquoi, et les intelligences artificielles refusent de leur donner cette information tout simplement parce que si les humains étaient au courant, selon les intelligences artificielles, ça réduirait les chances de réussite de leur plan. Donc on a ces 8 cités qui sont en dehors du chaos de la surface,
et qui préserve vraiment la civilisation telle qu'elle était avant la chute. Sur les 8 cités volantes qu'on appelle maintenant des arches, les humains essayent de vivre une espèce de parodie de leur civilisation d'avant. Ils sont encore plein de technologies, plein de publicité, ils ont encore des anciens boulots, mais c'est vide de sens parce qu'ils savent très bien que la planète elle est complètement en ruine, et donc moralement c'est très compliqué pour la population, et la plupart d'entre eux décident de s'évader dans un monde virtuel qui est mis en place par les intelligences artificielles qui s'appelle le réseau Maze. La caravane c'est une fraction extrêmement policière, le conseil des IA forcément il est très rigide, il n'y a pas beaucoup de place aux émotions, il applique simplement les choses par logique, et donc il a instauré une police très très sévère. Du coup, la faction en question est très axée police, mais aussi différence de classe, on va avoir des gangs de rue, des policiers, des intelligences artificielles, ça c'est un petit peu tout le zoo qui se trimballe sur les arches de la caravane. La deuxième faction que vous avez pu découvrir à travers l'Oshiguru, le Rona et les Okuma, c'est celle des Raiders. Les Raiders, c'est une grande partie de la population qui reste sur la surface et qui sont maintenant organisés en bandes de pillards nomades qui ravagent vraiment les populations encore sédentaires ou les humains de la planète. Il y a un maximum d'Okuma dans cette faction. Les Okuma, donc comme on l'a déjà vu, ce sont des humains génétiquement modifiés. C'est sans doute une opération génétique qui a mal tourné. On ne sait pas vraiment qui est à l'origine de la création des premiers Okuma. Ce qu'on sait, c'est qu'ils ont une période de gestation plus courte, qu'ils sont extrêmement violents, et du coup ils commencent petit à petit à envahir la surface planétaire. Les Okuma, ce sont des mutants qui sont très primitifs, mais ça veut pas dire qu'ils sont stupides. Ce que ça veut dire, c'est que tout simplement leur conscience bestiale est très très présente, quasiment omniprésente, et ils ont absolument aucun problème moral avec celle-ci. Ce qui veut dire qu'une grosse partie de la population de la surface est composée de vrais psychopathes qui passent leur temps à se battre, mais qui ont quand même certaines valeurs, comme ils ont un sens de l'honneur très développé, et aussi ils sont, contrairement aux humains, ils acceptent tout le monde, ils n'ont pas de sentiment de race, eux-mêmes ne se donnent pas de nom. Les Okuma ne se nomment pas eux-mêmes Okuma, c'est le nom que leur donnent les humains, parce que tout simplement, pour eux, n'importe qui peut faire partie d'une tribu, pour autant qu'il est en accord avec leur mode de vie violente. Ils sont donc plus tolérants que les humains, même si c'est un petit peu louche au niveau de leur moralité. Pour la troisième faction de Warband, on va aborder le thème religieux avec le refuge. Le refuge, c'était un groupe d'habitants de la surface qui, lorsque les 8 arches ont décollé, ont décidé de tenter le tout pour le tout et d'abattre l'une des 8 mégacités pour tenter de récupérer ses ressources et de pouvoir survivre. L'opération a réussi, ils ont abattu l'une des 8 arches, et après un massacre innommable, ils ont démantelé celle-ci et ont reconstruit une ville entière à partir des débris. La seule chose, c'est qu'ils n'avaient pas vraiment quelque chose contre les habitants des arches. C'est pas de leur faute s'ils se trouvaient dans une des cités. Et donc il y a donc un fort sentiment de remords qui est né de cette action qui était vraiment très barbare. Et pour expier leurs péchés, le refuge a décidé d'ouvrir les portes de sa ville à quiconque viendrait demander asile à celle-ci. Leur véritable raison d'être est devenue d'expier leurs péchés en protégeant un maximum de monde. Ce qu'il faut savoir, c'est que Home a 2 soleils et que lorsque ceux-ci sont dans un même axe, cela provoque ce qu'on appelle des anomalies. Ce sont des vents radioactifs extrêmement puissants. Et il n'y a plus beaucoup de villes sédentaires, tout simplement parce que sans énergie pour produire un champ de force pour protéger de ces anomalies, la plupart des villes va être balayée. C'est donc le mode nomade qui est privilégié pour la plupart des survivants de la planète. Le refuge, c'est la dernière ville encore debout. Le générateur de l'ancienne arche leur permet de protéger un maximum de monde, mais il y a tellement d'affluence que forcément ils ne peuvent pas protéger tout le monde, et on a vraiment une masse de population qui essaye d'arriver toujours plus près du centre de la ville où se trouve l'ancienne tour de commandement de l'Arche qui génère un bouclier pas assez grand pour tout le monde. La quatrième faction qui avec le refuge va former le pan vraiment religieux de Warband, c'est la Purge. La Purge, en fait, elle a exactement la même religion que le refuge, c'est-à-dire celle de la Sainte Vérité. Mais il y a un tout petit détail qui change, c'est qu'ils ont une traduction qui est différente pour une phrase du livre de la vérité. Pour le refuge, cette phrase c'était « La vérité est en nous, les purs porteront la conséquence ». La Purge n'a pas exactement la même traduction, mais presque. Sa traduction à elle, c'est « La vérité est avec nous, les purs porteront la conséquence ». C'est un seul petit mot, la vérité est en nous ou la vérité est avec nous, mais ça change tout. Pour le refuge, ça signifie que la vérité n'est pas non plus acquise, elle est en eux et c'est eux qui portent la conséquence de leurs actes, par exemple d'avoir détruit l'arche, et ils vont devoir travailler intérieurement pour devenir meilleurs et ils vont devoir en quelque sorte se sacrifier et porter le fardeau des responsabilités. La Purge, quant à eux,
les textes leur disent « la vérité est avec nous ». Et donc pour eux, quelque part, ça signifie qu'ils sont les élus et que c'est eux qui vont apporter la vérité. La deuxième phrase, c'est la même pour les deux factions. Le refuge pense qu'ils portent les conséquences en eux, donc le fardeau, tandis que la purge pense que c'est à eux de porter la vérité, donc d'apporter la vérité. Pour cela, ils doivent purifier l'être humain de ses erreurs, puisque eux sont porteurs de la vérité, ça veut dire que forcément les autres sont dans le mensonge, sont dans l'erreur. Et la purge, c'est une faction très chevaleresque, mais aussi très fanatique, qui va comme ça purger à coups de flammes et d'épée les erreurs, les dérives humaines telles que la technologie, telles que les mutations génétiques. On enchaîne avec la cinquième faction qui est l'Institut. L'Institut, c'est une faction scientifique qui sont vraiment les dignes descendants du consortium. Les scientifiques de l'Institut sont vraiment froids et implacables. Pour eux, le monde est déjà au bord du gouffre. On n'a plus le temps de s'inquiéter des questions éthiques et de morale. Du coup, ils ont poussé le cran encore un petit peu plus loin. Et par exemple, ils utilisent des cadavres comme main d'œuvre. C'est-à-dire que construire un mecha, donc un robot complet, ça utilise beaucoup de ressources. Eux, ils ont trouvé un moyen plus économique, c'est de venir mettre les composants moteurs d'un mecha sur un corps humain cadavérique pour avoir une main-d'œuvre pas chère. Comme ce sont des scientifiques, ils estiment qu'ils sont les héritiers du pouvoir et que c'est à eux de diriger le genre humain vers une renaissance. On pourrait penser que personne ne les écouterait vu la trahison du consortium, sauf que voilà, ce sont les scientifiques et ce sont les seuls qui peuvent effectuer une fusion nucléaire. Et c'est un peu le salut pour l'instant de l'humanité, parce que la fusion nucléaire permet d'alimenter l'énergie des arches qui ont besoin d'énormément d'énergie pour voler et pour continuer leur périple. Et vraiment, l'être humain, globalement, a beaucoup de besoins en énergie, compte tenu du fait qu'ils ont intégré la technologie vraiment à leur métabolisme. La fusion nucléaire, c'est quelque chose qui, avant l'Institut, n'était possible que théoriquement, tout simplement parce que ça dégage beaucoup trop d'énergie, c'est vraiment l'énergie d'un soleil, et il n'y a pas un matériel assez résistant pour contenir une telle chaleur sur Home. Ce qui nous amène à la faction des passants. La faction des passants, elle est constituée de cohortes. Les cohortes, ce sont une nouvelle modification génétique de l'être humain qui a été créée par l'Institut dans un but bien précis, c'est d'aller miner des astéroïdes qui possèdent un cœur actif pour récolter un matériel qui s'appelle l'astérium, qui permet de contenir justement cette fameuse fusion nucléaire. Les astéroïdes qui possèdent donc l'astérium possèdent un noyau actif, ce qui veut dire que ce sont des astres assez petits, mais qui possèdent quand même un noyau comme une planète, ce qui veut dire que la gravité est extrêmement puissante, et l'être humain n'est absolument pas adapté pour y survivre. L'Institut a donc créé les cohortes, qui sont des humains légèrement plus trapus, plus costauds et vraiment avec des os plus denses, pour résister à de fortes forces gravitationnelles. Et il y a quelque temps, un astre actif particulièrement imposant est entré dans l'espace connu, et ça a démarré une véritable course vers ce nouvel Eldorado pour les cohortes, parce que le premier qui allait arriver là-bas allait pouvoir faire la mainmise sur une quantité non négligeable d'astérium, le ramener, le vendre, devenir riche. Il y a un cohorte par contre qui a pris son temps pour arriver sur la passante, qui est cette énorme comète, c'est Oscar Vixon. Celui-ci a construit un énorme vaisseau qu'il a baptisé l'Ancre, et il est arrivé en dernier sur la passante. Par contre, il avait décidé de pas en repartir. Son plan, lui, c'est qu'il a vraiment ancré son vaisseau sur la passante et il a transformé celui-ci en base de minage et il a déclaré la passante comme étant réellement le territoire de son vaisseau. Territoire qui allait bientôt devenir le cœur d'une nouvelle nation naissante, parce que petit à petit, de nombreux cohortes ont rejoint Oscar pour vraiment former presque une nation marchande avec beaucoup de pouvoir économique, tellement de pouvoir économique que les passants ont frappé une monnaie physique, ce qui n'était plus arrivé depuis des siècles. On utilise normalement les crédits qui sont une monnaie digitale, et forcément ça ne plaît pas tellement à l'Institut, non seulement parce que en gérant l'économie ils prennent trop de pouvoir politique, mais aussi parce que maintenant ils possèdent vraiment la mainmise sur l'astérium, et l'Institut doit maintenant négocier l'astérium au lieu d'avoir tout le monde qui venait leur vendre l'astérium le plus vite possible et où ils pouvaient se permettre de dicter un petit peu leurs lois. Il nous reste 2 factions à voir. La 7e faction, c'est celle des écostations. Je suis pas encore certain du nom de la faction, tout simplement parce que j'avais en tête un nom en anglais qui serait les Void Keepers, mais il n'y a pas vraiment de bonne traduction en français, ou alors je n'ai pas encore trouvé quelque chose vraiment de percutant. Les gardiens du vide, c'est un peu, ça fait un peu World of Warcraft, c'est un peu merdique. Du coup, c'est encore en recherche à ce niveau-là. Mais il s'agit de la 2e modification génétique qu'on doit à l'Institut, ceux des Vaku.
Les Vaku, ce sont tout l'inverse des Cortes, c'est-à-dire qu'ils sont plus élancés, ils ont pas beaucoup de muscles, enfin ils ont pas tellement besoin de muscles, et ils ont une ossature plus molle que la normale, tout simplement parce qu'ils ont été créés pour vivre dans le vide spatial, c'est-à-dire en apesanteur. Les humains de Home ont donc dépensé leurs dernières ressources pour construire les écostations dans lesquelles ils veulent développer vraiment une culture qui est pas tellement possible sur la surface, non seulement parce que les raiders foutent le bordel, mais en plus parce que, comme je vous l'ai dit, de temps en temps il y a les anomalies donc qui ravagent tout un territoire et qui ne permettent pas les cultures à long terme. La solution des écostations a donc été trouvée pour répondre aux besoins nutritifs de la planète, et les Vaku sont donc les habitants de ces écosystèmes très étranges parce que ce sont des plantes qui poussent dans tous les sens et ils ont créé des biotopes vraiment uniques qu'on ne trouvait même pas sur leur planète d'origine, et ils vivent dans ces écostations de manière complètement anarchique, mais pas anarchique comme vous pouvez vous l'imaginer de manière péjorative, c'est-à-dire que simplement ils agissent comme une communauté, une fraternité presque. Ils ont énormément de liberté et ils n'ont pas tellement la même conception que les humains de Home, de propriété, de territoire, tout ça, ça leur est égal. Et donc les Vaku vivent comme ça entre eux, en harmonie, un peu en symbiose avec le biotope qu'ils ont créé. Mais ils sont également très très défensifs de celui-ci parce que vous l'imaginez, c'est une cible assez évidente pour n'importe qui pourrait mettre un pied dans l'espace. Ce qui nous amène à la dernière faction, le conglomérat. En fait, le conglomérat, c'est pas vraiment une faction, c'est n'importe qui possède un vaisseau spatial. Dans un monde où les ressources naturelles sont en train de s'effondrer, n'importe qui possède un vaisseau spatial devient quelqu'un de très très riche et de très très puissant. Il a la capacité d'intervenir auprès de toutes les factions, ils ont la capacité d'aller chercher les ressources au moment où elles sont découvertes. Bref, ils sont plus rapides que tout le monde, mais vous vous trouvez au sein du conglomérat à boire et à manger. C'est-à-dire que vous pouvez trouver celui qui va tenter d'aider son prochain, qui va survoler la surface de Home pour tenter de sauver les humains des griffes des raiders. Vous avez des commerçants qui vont par exemple aller puiser du deutérium dans des géantes gazeuses pour les vendre à l'Institut parce qu'ils en ont également besoin pour la fusion nucléaire. Et vous avez aussi des pirates qui vont venir attaquer donc les écostations qui sont leurs cibles favorites, mais également d'autres vaisseaux du conglomérat. Donc le conglomérat, c'est une faction qui va être vraiment très chouette pour ceux qui aiment créer une histoire parce que c'est très très facile à imaginer. Eh bien tout simplement, c'est un vaisseau spatial et l'équipage est composé de vos figurines, et ensuite vous pouvez venir chercher dans une autre faction pour créer un lien avec une faction et créer comme ça dans votre imaginaire une petite histoire qui va facilement être cohérente. Ce qui m'amène au point sans doute le plus important de toute cette histoire, c'est la place que votre warband va prendre au sein de ces factions, parce que même si tous vos personnages sont choisis au sein d'une même faction, ça veut pas dire que vos leaders sont en accord avec la faction. Si vous êtes né par exemple en France, ça veut pas dire que vous êtes forcément en accord avec tout ce que le gouvernement français décide. Je pense pas. Eh bien, c'est vraiment le but de Warband, c'est d'imaginer le lien qu'il y a entre vos deux leaders et le lien que ces leaders ont avec différentes factions et de créer votre propre histoire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette présentation globale et rapide est assez inspirante. Et voilà, je serais curieux de savoir qu'est-ce que vous pensez de ces factions, quelle faction a retenu votre attention et est-ce que vous vous imaginez déjà jouer dans l'une ou l'autre faction. Moi, je vais me remettre dans mon déménagement et on se retrouve très bientôt. Ciao!